Je vais retenir effectivement ce que disait Satish sur le human-centric. Donc c'est vraiment une transformation des expériences. Et l'idée, c'est d'arriver à développer des nouveaux usages. Et effectivement, l'IoT et l'intelligence artificielle que l'on va explorer ensemble est vraiment dans cet objectif-là. Donc c'est vraiment human-centric. On essaye d'amener de nouveaux besoins, voilà, de simplifier un petit peu l'expérience. Donc on va parler du produit XaiIoT pour faire le parallèle avec ce que ce matin Philippe vous a présenté. Donc on va aller un peu plus dans le détail avec une démonstration pour que vous voyez réellement ce qui se cache derrière. Et donc aujourd'hui, c'est évident que autour des usages, on essaie d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Donc petite question rapide, est-ce que certains d'entre vous ont vu le changement à l'aéroport au niveau de Paraf, donc l'introduction en fait du check, du passeport, qui se fait maintenant de façon beaucoup plus naturelle et qui est maintenant arrivée en version 2. La version 2 est reconnaissance faciale. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé déjà? Ok, pas mal. C'est vraiment intéressant dans le sens où la partie biométrique, qui était juste avant ce passage en V2, donc biométrique était une détection sur 25 secondes. Le passage en reconnaissance faciale a permis d'amener le système à 10 secondes, ce qui est drastiquement intéressant dans l'amélioration et la fluidification effectivement du check du passeport, qui est souvent un point important, autant qu'on l'a vu ce matin sur le passage en caisse, au moment de l'encaissement où il y a ces files d'attente qui s'allongent. Donc c'est vraiment voilà, des changements d'expérience. Là, on est un peu plus dans le futur, on n'y est pas encore, bien qu'on commence à s'y rapprocher. Donc là, c'est vraiment la voiture autonome, pleine de capteurs qui vont permettre d'avoir une autonomie de conduite. Alors, il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore du travail à faire. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité autour de Tesla, effectivement, maintenant, ils reconnaissent les feux rouges. Alors, la voiture pile bien, ça c'est clair, mais ça avance assez rapidement. Même principe. Là, cette fois, c'est vraiment cet aspect retail, smart checkout, fluidification, encaissement rapide. Ça, on l'a tous et on commence vraiment de plus en plus à l'utiliser. L'amélioration du Natural Language Processing a vraiment permis de commencer à vraiment utiliser les assistants vocaux. Et bien sûr, ça qui est arrivé très naturellement il y a déjà quelques années, avec cet autofocus fait sur la détection des visages au niveau des smartphones. Donc c'est vraiment arrivé naturellement dans les smartphones, c'est basé sur de l'intelligence artificielle et la caméra embarquée dans l'appareil. Donc dans ces exemples que je viens de passer, il y avait une anomalie, puisque tous ces exemples sont finalement du edge computing, puisqu'on fait le traitement au niveau du périphérique, donc en périphérie, hein, on n'est pas centralisé. La seule anomalie, effectivement, c'est autour de l'assistant digital. Pour l'instant, c'est vraiment en centrale. Ça commence à s'améliorer, mais ça reste central. Tous les autres sont vraiment des cas de edge computing, où on déplace le processing, le traitement en périphérie, pour amener ce côté temps réel. Donc effectivement, avant d'aller un peu plus concrètement pour vous expliquer le cas de Compass, on a commencé cette transformation numérique, alors on en parle beaucoup, on est vraiment sur le corps, on vous accompagne avec l'automatisation, etc. Et le paradigme change vraiment avec cet aspect edge computing. Donc dispersion, multi-cloud, on est en haut dans les couches, multi-cloud puisqu'effectivement dispersion en périphérie. Et le paradigme est que vraiment on était mission criticale sur 2 sites, 2 data centers, et maintenant le mission criticale devient dispersé sur tous les sites distants. Pour qu'on passe, effectivement, tous les restaurants deviennent critiques. Et donc, ce modèle opérationnel qui a été introduit au niveau des data centers doit se retrouver aussi facilement et aussi naturellement dans cette dispersion des infrastructures. Il faut être capable d'opérer de la même façon autant le data center chez soi que tous ces sites dispersés à travers la France et pourquoi pas plus en fonction de vos métiers. Le edge computing permet de se rapprocher de ces objets. Donc, on génère beaucoup de données. Hein. C'est effectivement l'IoT, l'Internet des objets. Beaucoup d'objets qui déversent beaucoup de données. Et à un moment donné, bien sûr, pour pouvoir capitaliser sur l'intérêt présent dans la donnée, il faut amener une capacité de traitement que l'humain ne peut plus suivre. Il y a tellement de données que forcément, on va s'appuyer sur des algorithmes, du machine learning, de l'intelligence artificielle. L'écosystème IoT, il est très vaste. Quand on parle d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, l'écosystème en ce moment est vraiment florissant. On a beaucoup d'entreprises, d'éditeurs, de constructeurs, de start-up. On retrouve finalement 3 grandes catégories de notre point de vue. On retrouve vraiment toutes les entreprises centrées sur les objets, les capteurs, la connectivité et la sécurité associée à tout ça, bien sûr. On retrouve aussi, déjà arrivé depuis plusieurs années, tout ce qui est très verticalisé, donc un cas d'usage spécifique, entièrement packagé, et donc qui permet de traiter vraiment un seul vertical et qui se multiplie en fonction du nombre de cas d'usage que vous pourriez avoir.
Et le troisième, sur lequel nous on croit beaucoup, et c'est donc là que Nutanix est positionné, sur le traitement de la donnée, data processing. Donc c'est vraiment sur ce segment-là qu'on essaye d'amener une plateforme, Xi IoT, qui va vous permettre ce traitement de la donnée. Donc on pense que c'est vraiment ça qu'il va y avoir sur la durée, commencer par des cas d'usage standards et puis commencer à évoluer toujours sur cette même donnée et amener toujours plus de cas d'usage. Et donc c'est sur ce segment-là, en périphérie, puisque forcément on va amener du edge computing, qu'on va amener ce traitement intelligent. On parle donc d'intelligent edge computing pour nous. Et donc maintenant je vais vous parler effectivement du cas de Compass. Donc imaginez-vous, on est l'année dernière, donc au mois de juin effectivement, on est dans le sud, alors vraiment dans le sud, hein, on est à Marseille, près de la mer, le soleil, vous le savez, vous en avez aussi quand même. Et effectivement, on est dans le bureau du responsable des opérations et des infrastructures, donc Christophe Delaporte, dont parlait Philippe ce matin. Alors, on est entre nous. Hein, dans son équipe, on l'appelle le père Fouras. Alors, pourquoi le père Fouras? Alors effectivement, dans chaque réunion sur un nouveau projet d'envergure, Christophe intervient, il est présent, et on l'appelle le père Fouras parce qu'il a toujours la même façon de décrire finalement le projet. Il va dire, écoute, ça m'a l'air intéressant, mais mon premier est égal à mon budget. Mon deuxième est proportionnel à la quantité de personnes dans mon équipe. Pour ceux qui étaient présents ce matin, ils sont 4 dans l'équipe. Et mon troisième tient en 4 lettres. Alors celui-là, je vais vous le donner. C'est RSSI. Tous ces nouveaux projets d'envergure, puisqu'ils vont être vraiment dispersés, ont une contrainte de sécurité très très forte. Et donc effectivement, chaque projet est soumis à un long traitement. Donc effectivement, on est là, on est dans ce bureau avec Christophe, et donc il a tous ses projets à gérer en ce moment. C'est bientôt l'été, pas pour lui, pour les autres, mais effectivement, il a beaucoup de projets. Et là, le téléphone sonne. Et là, c'est véridique, hein, c'est à Paris, c'est le digital, c'est Benoît, chef de projet des digitaux, qui appelle Christophe et qui lui dit, écoute, te souviens-tu de ce projet? Donc le projet dont on vous a parlé ce matin, Manger chaud, avant qu'il s'appelle Born Express, bien sûr. Et donc, il lui dit, écoute, ça y est, là, on est prêt, on a réussi, il y a tout qui tourne. On est là, on est en juin, c'est bon, ça y est, la machine fonctionne, les plateaux sont reconnus. Maintenant, il va falloir que tu viennes voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'il faut l'industrialiser, et en septembre, il faut que tu commences à déployer ça en production. Les premiers restaurants sont déjà là, ils sont prêts, hein, on a vendu les contrats. Maintenant, on le déploie en septembre. Donc viens voir, monte à Paris, prends le train, l'avion, comme tu veux, tu as le choix. Mais effectivement, viens voir, il faut que je t'explique, parce qu'il y a quand même des contraintes importantes, et il faut que tu puisses le reproduire rapidement. Et donc, Christophe prend le train, il a choisi le train, il arrive dans le bureau de Benoît, et Benoît lui dit, écoute, voilà, tu vois la machine, et je vais t'expliquer comment ça marche. Donc finalement, j'ai pas réussi à installer un serveur, donc c'est sur la station de travail que tu vois à côté. Donc la carte graphique, c'est la mienne, c'est celle du PC que j'ai à la maison. C'est une carte Nvidia. Et effectivement, on a réussi à connecter une caméra. Ça fonctionne à peu près, faut pas trop qu'il y ait d'éclairage. On arrive quand même à reconnaître. On a réussi à entraîner les réseaux de neurones sur les pompes là. On arrive à les reconnaître, mais alors par contre, Christophe, il y a un truc qui est très important. Il y a 2 jours, sur notre machine Ubuntu, il y a une mise à jour qui est passée. Ça a tout cassé. Donc surtout, Christophe, tu ne dois pas mettre à jour. Et ça, c'est important, Christophe ne touche à rien. Prends l'état, reproduit et déploie. Et donc là, imaginez Christophe, il se dit... alors, il est un petit peu moins musclé quand même, Christophe, mais l'esprit est là. C'est vraiment ce constat qu'il a eu au moment où il a compris que ça arrivait chez lui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu discuter avec Christophe et qu'on a pu travailler sur un plan d'action pour l'accompagner dans cette standardisation, l'industrialisation de ce déploiement. Si on découpe un projet aujourd'hui, de ce type-là, de type IoT, intelligence artificielle, on va le retrouver finalement en 4 grandes couches. La première, c'est la logique métier, elle est unique à tous. Chacun, vous avez un métier différent et vous avez une façon de traiter la donnée en fonction de vos métiers. Typiquement, là, c'était reconnaître un plateau. Et la partie système, elle reste la même pour tous. Et on va retrouver ces 3 grandes couches qui sont la plateforme, le middleware et le DevOps. Qu'est-ce qu'on entend par plateforme? C'est simple, il faut pouvoir déployer en périphérie et raccorder ça en centrale avec le choix du cloud. Vous pouvez choisir l'infrastructure centrale que vous allez utiliser, soit le cloud public, soit votre cloud privé, et fédérer en fait cette dispersion d'installation en edge pour qu'on passe des restaurants. Bien sûr, il faut une gestion centralisée, la plateforme doit vous le permettre, et bien sûr, le matériel doit s'adapter. Il faut travailler sur un matériel adapté pour le edge. Bien sûr que dans un restaurant, dans la borne, on ne va pas installer un cluster de 3 nœuds. Vous aurez bien sûr un matériel pensé avec des contraintes environnementales, température, refroidissement passif, etc.
La deuxième, middleware, est très importante parce que le but est que ça soit entièrement packagé. C'est-à-dire que tous les besoins que vous pourriez avoir pour rendre ça concret, pour déployer votre logique métier, que ce soit du container, une moderne application, ou des fonctions as a service, ou de l'event driven, l'environnement d'exécution, que ce soit du TensorFlow, vos environnements propres, Python, etc., ou encore des services, des data services, pour avoir de la persistance au niveau de la donnée en périphérie. Tout ça doit être packagé. Vous vous occupez de rien. Le but, c'est que ça soit entièrement industrialisé et vous n'avez qu'à déployer vos boîtiers en périphérie. Et la dernière chose qui est très importante, c'est effectivement l'introduction de cette dispersion des infrastructures dans une chaîne, dans des pratiques DevOps, dans de l'intégration continue et du déploiement continu. Bien sûr, il faut automatiser tout ça. Et dans le cas de Compass, encore plus, tous les différents logiciels qui sont déployés, bien sûr, il faut automatiser les mises à jour, puisqu'une fois que c'est installé, c'est bien, mais le plus important, c'est le maintien en condition opérationnelle de tout ça, bien sûr. Donc finalement, c'est ça qu'on amène. On amène ce qu'on appelle XaiIoT, qui s'occupe de la complexité système et qui vous laisse la liberté de passer le temps qui est nécessaire à la logique métier, propre à votre métier. Et finalement, dans le cas de Compass, c'est un petit peu ce que les équipes nous ont remonté. Ça ressemblait un petit peu à ça, cette interaction. On a ce grand projet, cette grande roue, qui était le projet Born Express, avec différents acteurs. Un projet de ce type-là, IoT, intelligence artificielle, ne se fait jamais avec un seul acteur. Donc on a une multitude d'intervenants. Donc on peut avoir voilà, l'intelligence artificielle, la start-up qui a participé, Diplomatic, ou encore la partie purement développement interne de Compass, la solution d'encaissement. Et finalement, Nutanix, c'était un petit peu cette roue au centre qui a permis de faire parler tout le monde et de faire travailler tout le monde sur une plateforme commune et d'amener un petit peu cette fluidité et cette accélération dans la concrétisation de leur projet. C'était un petit peu l'image qu'ils nous avaient partagée. Donc finalement, qu'est-ce que c'est XaiIoT ? C'est une plateforme. On va vous fournir une plateforme clé en main qui est pensée pour le traitement de temps réel. La gestion est centralisée pour les applications distribuées et on vous amène la convergence de la périphérie, du edge, avec les infrastructures centrales. Et donc maintenant, pour aller dans le concret, je vais inviter Christophe pour la partie démonstration. Merci Anthony, bonjour à tous. Alors une petite précision, déjà je ne suis pas le Christophe dont parlait Anthony juste avant, il y a Christophe chez Compass, notre client, et il y a moi Christophe de chez Nutanix. Donc aujourd'hui, c'était juste pour préciser, donc vous m'avez reconnu, je n'étais pas sur la photo non plus. Ce qu'on va faire, on va prendre la partie XaiIoT, on va en parler un petit peu plus dans un cas concret. Alors vous avez vu apparaître une image, donc c'est pas pour surveiller les gens qui sont en train de dormir dans la salle, c'est pas l'idée. C'est quelque chose que vous avez pu voir aussi sur les stands. On a quelque chose qu'on appelle le Magic Mirror. Le Magic Mirror, c'est une petite démonstration qui présente le traitement d'images en temps réel sur une webcam. Là, la webcam, elle est juste ici, celle que vous voyez qui affiche cette image-là. Il y en a une qui traîne dans la salle à côté. L'idée, c'est de prendre un flux d'images comme ça en temps réel et d'être capable dessus d'appliquer des traitements. Alors ces traitements, ils vont être gérés par notre plateforme XaiIoT. Dans le cas de figure, on a le module Edge dont parlait Anthony, sur lequel on a mis le logiciel Nutanix. Il est caché juste sous le stand ici. Il y a une petite machine qui est ici sur laquelle est connectée la caméra et sur laquelle on renvoie l'image que vous voyez ici. Alors si on va sur notre plateforme, juste pour présenter très rapidement, on va avoir un point de configuration centrale qu'on ne voit pas, qui devrait apparaître à gauche logiquement. C'est pas la bonne... Vous pouvez juste m'afficher mon portable sur la partie gauche. Donc on a une console d'administration qui va permettre de configurer l'ensemble des éléments. Et dans cette console d'administration, on va être capable de voir. On va voir les boîtiers. Donc typiquement, on va voir le boîtier qui est installé, on va pouvoir le configurer. Il faudrait juste qu'il me l'affiche. Tu peux voir. Donc ensuite, on va être capable de créer toute la valeur. Donc on va travailler avec des gens, tout à l'heure Anthony en parlait, on va travailler avec des data scientists. Ces data scientists, ils ont la connaissance sur la manière d'analyser le traitement. Donc ils vont être capables de décider d'utiliser des réseaux de neurones, d'appliquer ces réseaux de neurones sur des images temps réel qui vont apparaître, comme c'est le cas ici, pour venir enrichir les différentes valeurs. Ensuite, on va avoir aussi la capacité de fédérer un certain nombre de fonctions comme ça. Je voudrais bien montrer, ça va être compliqué si on ne me propose pas mon écran. Hop. On va essayer de sortir de là, voir si c'est pas ça qui posait souci. Hop là, on va le faire comme ça, ça va être mieux. Parfait. Okay. Donc on a sous les yeux la plateforme XaiIoT, je vous disais, console d'administration centrale dans laquelle on va avoir la capacité déjà de naviguer dans les différents, ce qu'on appelle les edge, les différents sites. Donc là j'en ai un qui va s'appeler Paris, qui est présent ici, je peux connecter dessus, ça correspond au boîtier qui est à mes pieds. Sur ce boîtier là, on va retrouver une source d'image
qui est présente ici. Donc on va avoir une caméra, la caméra de Paris, c'est celle que j'ai sous les yeux. Qui est ici. Voilà. Et ensuite, les fameux data scientists dont je vous parlais tout à l'heure vont commencer à créer de la valeur. Donc ils vont développer ce qu'on appelle des fonctions. C'est des petits morceaux de code dans lesquels ils vont mettre l'intelligence qu'il va falloir appliquer sur le traitement de l'image. Alors je vais vous en prendre une un petit peu au hasard. Vous allez voir quelque chose qui peut dépasser pas mal de monde. On revient sur un langage de programmation. Alors on utilise des outils du marché. Typiquement, les gens travaillent beaucoup avec un langage qui s'appelle le Python. Ils vont utiliser des frameworks de développement spécialisés sur les réseaux de neurones, des choses comme TensorFlow. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ils vont expliquer, coder dans ces langages-là ce qu'on a besoin de faire sur les différentes images. Alors nous, ce qui Donc nous intéresse... Là, Christophe, c'est ce qu'on appelle finalement serverless. Exactement, c'est une On approche découpe serverless parce qu'on va faire ce qu'on appelle des fonctions. Une fonction, elle va avoir pour but de rendre un rôle particulier, pardon, capturer l'image et faire un traitement dessus. Donc ces fonctions-là, elles ont été faites par des gens extrêmement intelligents qu'on appelle les data scientists qui font tout ce traitement-là. Nous, ce qu'on va faire au niveau de la plateforme, les fonctions, on va les intégrer dans la plateforme. C'est une première chose. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle des data pipelines. Alors, le data pipeline, l'idée, c'est de prendre des sources d'informations, dans notre cas de figure, les images, par exemple, et ensuite de commencer à appliquer ces fonctions. Donc là, ce qu'on avait fait, on avait fait un data pipeline qui s'appelle Magic Mirror, pour reprendre le modèle qu'on a à côté, qui est vide. Si je l'édite, je vais voir que ce pipeline, il prend une data source de type vidéo, la vidéo de Paris, et il ne se passe rien, il n'y a aucune transformation qui est faite Donc là, dessus. si je me mets devant, Et ensuite, on l'envoie. Donc c'est temps réel, on voit bien Anthony. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à prendre une des fonctions qui m'a été donnée par un des data scientists, la fonction par exemple de reconnaissance d'objets. Alors c'est des fonctions extrêmement simples, hein, c'est des fonctions, il y a beaucoup de fonctions, des réseaux de neurones aujourd'hui qui sont disponibles en libre accès sur Internet, on a pris certains de ces codes-là, et là on l'applique. Et donc là on voit qu'il commence à prendre l'image, ça a été instantané, il a juste poussé depuis la plateforme centrale sur le edge qui est à mes pieds cette fonction et il commence à traiter l'image en temps réel. Donc on voit qu'il détecte un certain nombre de personnes. Alors après ça va dépendre un petit peu des conditions de lumière, etc. On a une webcam qui est de bureau, donc on voit surtout les gens qui sont au premier plan. Il voit une télé aussi, que vous voyez en bas à gauche. C'est tous les objets qui sont reconnus. Alors maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On est bien en temps réel. Hein. On est bien en temps réel, voilà, il a fait le X, super. C'est On a pas fait le X synchronisé, derrière. c'est pas enregistré. C'est pas un enregistrement, exactement. Et ce qu'on va faire, on va pouvoir comme ça enchaîner les différentes fonctions. Donc je vais en rajouter une seconde. Par exemple, je voulais commencer à me rendre compte un petit peu ce qui se passait au niveau de la reconnaissance faciale. Vous avez vu tout à l'heure un petit peu les résultats. Et puis je vais embellir aussi un petit peu la démo. Là, on a juste une image brute. Je pourrais faire une fonction un petit peu plus simple qui me permettrait d'afficher un masque sur ma vidéo, un overlay, juste pour avoir quelque chose qui soit bien corporate. Et je vais appliquer ça. Et encore une fois, la plateforme centrale de configuration va processer tout ça, va l'appliquer, va le pousser sur l'environnement. Et au bout de quelques instants, si tout se passe bien, on va avoir l'overlay qui va s'afficher. Voilà. Donc en temps réel, tout a été modifié. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On voit les images, on voit l'overlay. Logiquement, si tout se passe bien, si Anthony nous fait un beau sourire, on va voir s'il est de bonne humeur, on aura le même résultat que vous avez vu sur la scène tout à l'heure. On est capable aussi d'analyser un petit peu le visage et d'avoir une reconnaissance d'image. On avait modifié la fonction, c'était émotion. C'était émotion, j'ai pas pris la bonne. Alors le data scientist, il m'avait pas tout donné. Voilà, on va prendre émotion, c'est pas la bonne, mais c'est très bien de faire des erreurs comme ça. Mais c'est en réel. Voilà, c'est en réel. On s'est trompé de fonction, c'était pas celle dont on avait besoin. On repasse en en prod, applique une autre. On repasse en prod. On retente, voilà, on refait une mise en prod, exactement. C'est peut-être pas la bonne non plus, des fois ça se passe. Oui, c'est bon. Si, je vois Jérémy qui est heureux et puis Anthony aussi, super. Donc voilà, l'idée c'est que les traitements qui ont été développés par la data scientist vont pouvoir être appliqués directement en temps réel sur ce flux d'informations-là, de manière extrêmement simple. Exactement. Donc là, c'est vraiment cette approche temps réel où finalement, là, je viens de le faire sur Paris. Christophe, c'est super, ça, c'est sur Paris. Maintenant, je voudrais le mettre à Marseille aussi. Et puis même, je voudrais le mettre en France. Exactement. On va le déployer. Gros intérêt de cette plateforme-là, on l'a dit qu'on était là pour aider nos clients, nos partenaires à essayer de passer à l'échelle sur des projets IoT parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Anthony nous a montré une vidéo de comment se passer un projet dans la vraie vie aujourd'hui. C'est sympa à voir, hein, mais ça peut être un petit peu compliqué de le déployer sur beaucoup de sites. Bah là, c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à pousser toute notre intelligence de cette plateforme, il va être très très simple de reprendre par exemple notre pipeline. Alors si je regarde le pipeline, je vois qu'aujourd'hui, j'avais déployé mon pipeline uniquement sur Paris. Et ça se faisait très simplement. On peut le fermer exactement. Hop, là, on n'en a plus besoin. On a déployé l'environnement uniquement sur la partie Paris. Et donc, je vais rééditer mon pipeline. Je vais être capable de dire, tiens, en fait, on choisissait d'où venaient les sources d'entrée.
je vais dire, bah, c'est plus la ville de Paris qui m'intéresse, c'est plutôt les pays, et je vais déployer ça sur bah, tous les sites qui seraient potentiellement déployés en France. On a une notion de tag et de catégorie qui permettra de cibler un certain nombre de sources de données, et dans ces cas-là, je vais le réappliquer. Et là, automatiquement, si j'avais d'autres boîtiers, d'autres edge comme celui que j'ai à mes pieds, qui seraient déployés sur d'autres sites, ben on enverrait ce pipeline-là sur tous les sites. On voit le déploiement a eu lieu sur Toulouse, sur Lyon, sur Marseille, sur Lille. Je pense qu'il y en a même d'autres derrière. Voilà, il y a 6 sites sur lesquels le pipeline a été déployé ou a été mis à jour en fonction des configurations. Et là, on aurait des boîtiers potentiellement qui seraient dans d'autres salles, qui prendraient les images de chacune des salles et qui les afficheraient en temps réel, de manière complètement automatique. Donc vous avez vu à quel point c'est simple hein, de pouvoir, on a fait le développement chez soi, on a testé sur un premier site et ensuite de l'envoyer sur un pays, sur différentes régions ou sur différents boîtiers qui vont être disséminés un petit peu partout dans le monde. Excellent. Donc là, on a déployé ça en France. Maintenant, ça apparaît partout. Mais maintenant, je vois que finalement, Christophe, tu as fait ça sur une interface graphique depuis Exactement. le début. Je suis un peu musclé, j'ai subi l'arrivée du DevOps chez moi, ça a été un peu la douleur. Mais maintenant, on y est bien, bien. Donc, elle est où l'API là? Comment on Bah, fait pour... très simplement, c'est vrai que James nous en parlait ce matin, on a un mode de développement pour tous nos produits qui s'appelle API First. C'est-à-dire que dès qu'on développe un nouveau produit, alors je vous fais les démonstrations d'interface graphique, on est tous dans la salle, on est tous devant un écran, ça se fait simplement. Mais c'est vrai que l'idée de l'API First, c'est que les développeurs, quand ils vont vouloir vraiment automatiser, passer à l'échelle, c'est vrai que tous nos produits, on a un portail développeur qui est extrêmement bien fait, sur lequel on peut se rendre. Voilà. Et donc, il y a une partie API référence qui est en haut à gauche et on va retrouver toutes nos gammes de produits. Là, on a la partie Xaya IoT, qui est celle que tu recherches tout de suite, où on va retrouver une Exactement. documentation très très simple. Là, on était en train de travailler par exemple sur des data pipelines. Je vais dans le data pipeline, j'ai une fonction pour updater les data pipelines et j'ai la documentation qui va m'être expliquée donc, dans un langage développeur, bien sûr, pour comprendre très rapidement ce qu'il faudrait implémenter. On pourrait même à la fin, il y a un petit outil de test qui permet de tester très rapidement un call API. Ça, c'est quelque chose qu'on va J'ai un mettre client intégré. dans la main des Bien. développeurs. Ils vont se retrouver en terrain connu avec ce genre d'explication, ce genre de documentation. Ils vont pouvoir intégrer un produit comme Xaya IoT dans un pipeline d'automatisation qui va être beaucoup plus large. Excellent. Donc là, on retrouve un petit peu, c'est vrai, ces principes qu'on avait vus dans ces différents étages, la plateforme, la simplicité de la plateforme, l'approche finalement middleware, où on a un petit peu, voilà, on a manipulé des fonctions, des containers, on a mis tout ça ensemble. Et effectivement, l'approche DevOps, où on va s'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus vaste et entièrement automatisé au sein de l'entreprise. Merci. Alors, on voulait vous montrer aussi pour le cas de Compass, pour que vous puissiez voir en fait ce que voit l'intelligence artificielle de Compass, qui a été déployée dans tous les restaurants sur la borne express. Donc ici, vous voyez finalement arriver un plateau. Donc là, il est passé à l'intérieur des réseaux de neurones. Et donc, l'intelligence artificielle reconnaît ce qui est présent sur les plateaux. Donc on est effectivement sur plus de 99% de succès de reconnaissance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est réellement instantané. On est vraiment sur une détection instantanée. On est aussi sur la détection uniquement des plats. On retire la détection de tous les éléments autres que les plats. Donc il y avait un porte-monnaie, les couverts, etc., les verres vides, tout ça, ça n'est pas détecté. Et c'est à partir de ça que l'information, donc c'est finalement la recette présente sur le plateau, qui est passée à la solution d'encaissement qui va générer l'encaissement pour la personne. Elle n'aura plus qu'à passer son badge. Donc ça, c'est pour le cas effectivement des bornes express de Compass. Et bien sûr, avec Christophe, effectivement, on essaie de faire ces démonstrations. Il y a un travail de préparation, un peu le making-of. Et donc, on est dans ces modernité, on va dire, ces nouveaux cas d'usage. Donc c'est vrai que ça passe aussi par la maison. C'est plus facile à déployer qu'un cluster 3 nœuds dans le salon. Donc effectivement, on arrive à tester ça chez soi. Et donc en amont, on a essayé de faire valider un petit peu le bon fonctionnement de tout ça. Donc là, ça c'était chez moi, avec le char. Et donc pour les plus attentifs, vous allez pouvoir voir des choses assez intéressantes au niveau de ce que l'intelligence détecte, voir des choses extrêmement rigolotes. Et donc, ça nous a vraiment permis à un moment donné de pouvoir entraîner ça en amont pour vous permettre, si jamais vous aviez un chat sur vous, d'être certain que cette fois, ce ne serait pas une girafe et que ça serait vraiment détecté en tant que chat, parce qu'on a pu améliorer ça avant de venir au Next à Paris pour vous présenter tout ça. Alors maintenant, j'aimerais vous dire, en fait, c'est à vous. Donc là, vous avez une URL, en fait, et l'idée, c'est que si vous voulez maintenant voir ça en vrai, si vous voulez voir ce qu'il y a vraiment derrière, vous pouvez devenir un insider de notre solution Xaya IoT, vous connecter et à partir de là, commencer à faire ce qu'on vous a présenté.
Vous pouvez manipuler un peu tout ça, faire des cas d'usage, avoir accès à des connecteurs, envoyer de la donnée, commencer à faire de la computer vision, etc. Le but, c'est que ça soit vraiment le plus simple et le plus naturel pour vous. Donc je vous invite à vous connecter et à prendre la solution en main. Merci à tous.